Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Voici un épisode un peu spécial. Il s'agit de la table ronde que j'ai eu la chance d'animer dans le cadre de la version digitale du Carrousel des métiers d'art et de création de 2020. Le thème de cette table ronde est Artisan d'art, une histoire de reconversion. J'ai eu l'honneur d'interviewer Marie Drouet, Vanière, Amandine Pagnon, marquetteuse de paille, et Frédéric Tilly, bronzier d'art. Si un mot devait décrire cet échange, je parlerais d'émotion. J'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser. Belle écoute! Bonsoir à tous, j'espère que vous nous entendez bien. Je suis Caroline Bouedec, je travaille à la Chambre de métiers de l'artisanat d'Île-de-France qui organise la 11e biennale du Carrousel des métiers d'art et de création, cette année en version 100% numérique. On est ce soir tous ensemble pour la 9e et dernière table ronde en direct qui va vous faire découvrir trois parcours très intéressant et très atypique. C'est Lisa Millet qui est en ma compagnie, qui anime un podcast indépendant qui s'appelle Histoire d'artisan, qui va vous faire découvrir les trois jeunes femmes qui sont avec nous ce soir. Bonjour à tous, merci Caroline. Bonjour Amandine, bonjour Marie, bonjour Frédéric. Merci d'être avec moi ce soir. Je suis très très contente d'échanger avec vous. Comme l'a expliqué Caroline, moi j'ai créé un podcast qui s'appelle Histoire d'artisans et le but c'est de donner la parole aux artisans et artisanes pour qu'ils racontent leur quotidien, leur métier, leur parcours. Donc j'ai eu souvent l'occasion d'aborder ce thème de reconversion et pour moi c'est toujours un thème inspirant de savoir comment les gens sont venus à se reconvertir dans l'artisanat d'art. L'idée, c'est que à chaque fois, dans chaque épisode, je pars à la rencontre de personnes talentueuses qui transforment la matière pour créer du beau. Et je crois que c'est aussi le cas de nos trois femmes artisanes ce soir. Donc je suis vraiment vraiment très contente de vous avoir avec moi. Donc on va commencer avec une première question pour toi, Amandine. Est-ce que tu peux nous présenter ton métier, s'il te plaît? Donc juste, je précise. Donc toi, Amandine, tu fais de la marqueterie de paille. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est? Alors la marqueterie de paille, c'est l'art de réaliser des décors à partir de la paille de seigle. À partir d'un brin de paille de seigle, on l'ouvre, on l'écrase, on le colle sur le support, on peut le découper et pour réaliser des motifs et des décors. La paille de seigle a cette particularité d'être couverte naturellement d'une matière qui s'appelle le silice. Ça la rend imperméable et ça la fait briller et ça nous permet d'avoir des jeux de lumière assez sympas. Voilà. Merci beaucoup. En transition un peu, je vais faire une transition un peu végétale, mais Marie, est-ce que tu peux nous parler de ton métier donc toi tu fais de la vannerie, donc tu utilises également du végétal dans ton travail. Est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît? Alors je suis vannière, je travaille l'osier, je travaille de l'osier français. La vannerie, c'est du tressage végétal qu'on va tresser de façon à... C'est des végétaux qu'on va tresser de façon à créer des formes. Et mon travail, j'ai axé mon travail plutôt sur du contemporain. J'utilise des techniques anciennes pour avoir des formes plutôt tendance, plutôt contemporaines. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Et donc toi, Frédéric, tu es bronzier d'art, donc c'est pas du tout du végétal, mais c'est quand même une matière très très intéressante à travailler. Et puis c'est pas parce que tu n'es pas dans le végétal que tu ne fais pas du végétal. Tu nous raconteras tout ça. Mais est-ce que tu peux nous parler de ton métier, s'il te plaît? Alors, oui, moi, je suis donc bronzier d'art. Donc, je travaille le bronze, le cuivre, le laiton, l'argent et parfois l'or, mais de façon très anecdotique. Et effectivement, si je travaille pas le végétal, en tout cas, je fais énormément entrer le végétal dans mon travail. Ça, c'est sûr. Super. Alors, il y a un point sur chacun de vos métiers sur lequel je voulais revenir, c'était vraiment la matière
parce que les éléments qui sont importants pour chacune. Ça fait partie de votre réflexion de reconversion, notamment toi, Marie, tu nous as parlé donc d'osier. Et du fait que c'était français. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment, qu'est-ce que l'osier concrètement et comment toi tu le sources? Alors, l'osier, c'est le rejet c'est la jeune pousse du saule. C'est un saule qui a été sélectionné au fil des années pour la création de vanneries. C'est-à-dire que je ne vais pas travailler le saule que je vais glaner sur les quais de Seine, par exemple. C'est un saule qui a été exclusivement sélectionné au fur et à mesure pour ses propriétés. Ça veut dire que quand je vais travailler un saule en fonction aussi de sa couleur d'écorce, il va y avoir une variété différente d'une autre. On ne va pas travailler la même pour faire de l'architecture végétale que pour faire des vanneries fines, par exemple. Et moi, je vais chercher directement mon osier en France, donc chez différents producteurs. Donc, soit je vais aller en Haute-Marne, soit je vais aller en Touraine pour aller chercher l'osier directement chez le producteur. Je vais choisir chacune de mes bottes. Je vais choisir les dimensions. Et ensuite, à l'intérieur de chacune des bottes, je vais après retrier par chaque diamètre. C'est un gros travail de tri en amont, mais ça permet de bien préparer son matériel et pour avoir un résultat qui me convient. Voilà. Intéressant. Oui, c'est peut-être un point intéressant à aborder. Je sais pas si c'est le cas de tout le monde, mais la préparation dans l'artisanat est un élément essentiel. On pourra y revenir avec plaisir sur cet élément. Toi, Frédéric, donc tu nous as parlé de tes matériaux, donc le bronze, le cuivre, le laiton, l'argent, et tu m'avais dit parfois l'or. Parfois, ouais. Parfois. C'est tous ces métaux, tu les travailles comment? Tu les sources comment? Ils ont quelle forme quand ils arrivent à ton atelier? Alors, je les source dans 2 boutiques dans lesquelles j'ai l'habitude de m'achalander à Paris, qui sont Tartex et Weber. Et puis, je les achète sous forme soit de grandes plaques. Peut-être que je peux vous montrer une plaque d'ailleurs, si voilà. Voilà, par exemple, là vous avez un exemple de plaque de cuivre. Alors celle-ci est assez fine, donc je peux vous la montrer en la soulevant avec le bout de mes bras. On va la laisser terminer sa musique. Voilà. Et puis, alors, donc pareil pour les plaques de laiton ou les plaques de bronze. Et puis, je travaille aussi avec un matériau qui est beaucoup plus fin, qui s'approche en épaisseur du papier d'aluminium qu'on a dans nos cuisines. Et du coup, ça, je travaille beaucoup en apesanteur avec ce type de matériau dans mes mobiles et tout ça, parce que ça a une qualité et une légèreté qui sont extraordinaires pour justement aller à l'encontre de l'image qu'on se fait du bronze souvent, qui est une image très statuaire et donc très lourde. Et moi, je travaille vraiment ma matière à l'opposé de cette image-là. C'est-à-dire plus c'est léger et plus je trouve que c'est merveilleux et poétique. Donc, je travaille beaucoup comme ça. Et j'achète aussi du fil. J'achète, voilà, le fil, ça se présente sous forme de rouleau, de cette façon-là. Voilà, je travaille aussi de la barre, beaucoup plus lourde, beaucoup plus épaisse, du tube parfois. Enfin, voilà. Et alors, c'est vrai qu'il y a énormément de préparation. Tu disais tout à l'heure dans un travail d'artisan. Et moi, je suis souvent un petit peu le mauvais élève de la classe, c'est-à-dire que je travaille de façon très très impulsive justement. Donc mon travail de préparation, il se fait la nuit quand je ne dors pas et que c'est là que les idées d'un seul coup. Mais oui, bien sûr, c'est ça, c'est ce que je veux et voilà. Et le lendemain, j'œuvre. Intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que comme tu dis, tes créations sont très bah elles ne connaissent pas la pesanteur et alors que c'est censé être des matériaux très très lourds. Enfin, en tout cas, nous on les voit comme des matériaux très lourds
Et du coup, par exemple, un collier, toi, tu essaies toujours de le faire léger ou même un collier, ou là, au contraire, tu te dis, bon, la lourdeur du matériau, je m'en fiche, c'est pas grave. Alors les deux. J'ai des pièces qui sont lourdes et très massives, et j'ai des pièces qui vont être d'un volume extraordinaire, mais d'une légèreté à toute épreuve. Je vais vous montrer une bague, entre autres, qui est extrêmement volumineuse. Ah oui, Voilà. on l'a en partage d'écran là. C'est celle que tu nous montres en partage d'écran, c'est ça? Non, c'est pas celle qui est dans le partage d'écran, mais celle qui est dans le partage d'écran aussi, elle fait partie de cette catégorie. Non, celle-là, c'en est encore une autre. Je vais peut-être vous la mettre sur un fond uni. Ah Voilà. oui, c'est une œuvre d'art au doigt, quoi. Oui, absolument. Ouais. Donc ça, c'est une bague en fil de laiton martelé avec des perles de culture qui s'appelle Étincelle et qui est née un 14 juillet. Suite à un feu d'artifice. Ouais, c'est mon feu d'artifice. Voilà. C'est Et beau. donc, il y a un collier qui est pareil, tout en volume, comme ça, qui dépasse de 50 centimètres du corps et qui est dans la même collection que cette bague étincelle. Ok, très intéressant. Très intéressant. Et donc toi, Amandine, donc toi, ton matériau principal, c'est la paille. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter encore une fois comment tu le prépares, parce que tu m'avais dit aussi que c'était un long travail de préparation, la paille. Oui. Comment tu le prépares, comment tu le sources, et puis est-ce que c'est de la paille qu'on trouve dans nos champs aussi? Alors non, c'est une paille qui est particulière. C'est une paille. Alors, d'abord, elle vient de France. Elle vient de Bourgogne, de chez Monsieur Rodot. Je l'achète déjà teintée. Il la teinte également. Et Monsieur Rodot, en fait, fournit la majorité des marketeurs en France et même à l'étranger. Et il fait aussi de la paille de seigle pour les toits de chaume. Voilà. Et non, c'est pas une paille alimentaire. C'est une variété de paille de seigle ancienne, donc elle ne se consomme pas. Et en termes de préparation, je reçois moi des fagots de paille. Et puis une fois que je sais ce que je veux faire, donc je suis un peu comme Frédéric, moi, mon inspiration vient la nuit. Au moment de m'endormir, là, j'ai plein d'images qui arrivent. Et ma seule angoisse, comme je suis couchée, c'est de plus m'en souvenir le lendemain. Donc, généralement, le lendemain matin, la première chose que je fais, c'est que j'attrape vite mon petit cahier pour dessiner soit un motif, oui, c'est soit des créations de motifs, soit la création complète d'un décor. Et du coup, voilà, je fonctionne comme ça. Après, en termes de préparation, avant de me lancer, une fois que j'ai mon motif, je sais ce que je veux faire, j'ai une phase d'écrasage qui est très très importante. Il faut bien écraser sa paille avant de pouvoir l'utiliser. Il faut vraiment que la paille ait cet aspect un peu de bolduc, très très souple, très très fin, ça doit être très très léger. C'est ce qui nous garantit en fait le maximum de brillance une fois que ça sera collé. Si on n'écrase pas bien sa paille, ça brillera pas, ça va être tout cannelé, ça brillera pas autant. Donc cette phase-là d'écrasage est vraiment très 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 importante. Et ça te prend combien de temps cette phase d'écrasage? Ça dépend du décor. J'écrase au fur et à mesure la paille dont j'ai besoin. Quand je reçois mes fagots, je les laisse en fagots et au fur et à mesure, j'écrase ce que je vais coller. Et pour un brin de paille, on dit un brin de paille. Oui. Pour un brin de paille, par exemple, un ordre d'idée, ça te prend 10 secondes à écraser ou ça te prend 10 minutes ou 10 heures? Non, on est plus sur, je veux qu'elle soit bien écrasée. Oui, ça va être, je sais pas, 30 secondes, mais avec une bonne poigne. Faut avoir de la poigne. Et je peux changer même d'outil. Soit j'utilise le marteau à plaquer parce que c'est plus lourd. Soit je vais utiliser une raclette comme ça en bois. D'ailleurs, vous voyez, elle est toute sale de teinture. Et donc, faut bien écraser, y aller généreusement pour avoir un brin de paille le plus lisse possible. Voilà. Et en plus, ce qui est difficile, c'est que dans votre fagot, il y a des pailles qui sont plus ou moins épaisses.
parce qu'il y avait des jeunes pousses, des pousses un peu plus anciennes. Donc, certaines pailles sont un peu plus grondes, un peu plus grosses, pardon, en diamètre, et donc la matière est plus épaisse. Et le but, c'est qu'à chaque fois que vous écrasez, à chaque fois, il faut avoir la même épaisseur après du brin écrasé. Donc, il faut parfois être très insistant sur un brin jeune tout fin. Là, un coup et hop, pouf, c'est bon, c'est écrasé, c'est fin, c'est nickel. Sur les un peu plus épais, il faut y aller un peu plus longtemps. Il n'y a pas cette phase de tri comme Marie là, Alors, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. Si on veut faire quelque chose le plus régulier possible, effectivement, je peux passer par cette phase de tri parce que selon les couleurs, par exemple, on n'a pas trop ça dans le noir, dans la couleur noire, mais sur la paille bleue, par exemple, quand je prends un brin de paille, ça va pas être teint uniformément. La paille, il y a un endroit où ça sera plus clair qu'un autre. Alors, si je veux faire quelque chose d'extrêmement régulier, je vais avoir tendance à sélectionner et mes brins de paille et mes morceaux même de brins de paille. Et puis sinon, si je veux au contraire quelque chose de plus vivant, je fais pas forcément de sélection. C'est au feeling. Et donc, Marie nous a présenté ses créations, Frédéric aussi. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que, avec la paille, quels sont sans forcément nous montrer, mais l'envergure, ça peut être, t'es quoi? T'es dans le mobilier, t'es dans le bijou, tu es dans. Alors, je fais un peu de tout. Je fais du mobilier, j'aime bien le mobilier. Ce que j'aime bien dans le mobilier jusqu'à présent, c'est de récupérer des vieux meubles qui sont tombés en disgrâce, que les gens ne veulent plus parce qu'ils sont plus à la mode. Et mon grand plaisir, c'est de leur redonner une histoire, une vie, une valeur, et de voir sur le visage des gens cette surprise en disant mais non, mais c'est pas mon meuble. Bah si, c'est votre meuble. Non, mais mon meuble, il était moche. Oui, mais c'est votre meuble quand même. Donc j'aime bien ce côté de redonner une utilité et une histoire plutôt que de jeter. Voilà, moi j'ai été élevée comme ça. Dans ma famille, on réparait les choses, on rachetait pas. Et du coup, je pense que c'est resté un petit peu, c'est un peu resté. Donc oui, je fais du meuble, je fais de l'objet, je peux faire des boîtes. Je fais des cadres. Après, je peux faire aussi sur des produits neufs. J'aime bien faire des planches de skateboard. J'en fais sur des planches neuves, des planches anciennes, tout abîmées, ça me dérange pas. Enfin, voilà. C'est plutôt sur effectivement, ça reste à échelle humaine. Je fais pas des pièces entières marketées. Je fais pas je peux faire un panneau de la taille d'un lait de tapisserie, oui, mais je vais pas faire toute la pièce. Je fais pas des grands panneaux pour faire toutes les pièces. Ça reste comme je suis toute seule et que c'est très long aussi, je fais pas de trop grandes pièces parce que le temps d'attente pour le client est beaucoup trop important. Ce qu'on retient, c'est surtout que ça peut s'appliquer à tout support. Alors, ça peut s'appliquer à tout support, oui et non. On préfère l'appliquer sur du bois, mais on peut l'appliquer sur du béton, on peut l'appliquer j'ai vu sur du verre, sur du métal, puisque j'ai fait des petits pendentifs ronds en métal, donc j'ai pu l'appliquer sur du métal. Mais en règle générale, c'est vrai qu'à première vue, c'est souvent sur du bois. On fait souvent sur du bois. Mais on peut, oui, sur d'autres matériaux, c'est intéressant aussi. Ok. Très intéressant. Alors, donc vous, le thème de cette table ronde, c'est la reconversion. Vous trois, vous avez une histoire avant votre artisanat d'art, une histoire de déclic. C'est un moment fatidique qui vous a emmené à vous reconvertir. Frédéric, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire de déclic? Oui, je peux vous le raconter, mais c'est vrai que c'est assez improbable comme reconversion parce que j'ai été pendant une douzaine d'années chanteuse de rue. J'étais accompagnée d'un orgue de Barbarie et puis j'ai eu l'occasion aussi de faire une formation d'infographiste parce que en fait je pense que j'étais très intéressée par tout ce qui était artistique. Il faut savoir que j'ai fait des études d'anglais et puis après j'ai fait une école de théâtre
en parallèle de la chanson de rue. Donc vraiment, il y avait quelque chose du monde artistique qui bouillait en moi et qui avait besoin de s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et puis un jour, pour une amie sculptrice dans la commune où j'habite, on est allé chez un ciseleur sur bronze. Donc ciseleur sur bronze, moi je savais pas trop ce que ça voulait dire, ni ce que c'était ce métier. Alors le bronze, je connaissais parce que j'avais travaillé à la quincaillerie du BHV et que j'avais vendu des poignées de style en bronze. Donc j'avais une petite idée de ce qu'était la matière. Mais quand je suis arrivée dans son atelier pour pouvoir mettre sur sellette des petits bateaux qu'on venait de récupérer de fonderie, je savais utiliser tous les outils qui étaient dans l'atelier. C'est-à-dire que je suis arrivée là-dedans dans un monde qui m'était totalement inconnu et en réalité, j'étais chez moi déjà. Voilà. J'étais dans un pays dont je connaissais la langue. Donc, Julien Boisse, qui était le ciseleur sur bronze qui m'a ouvert sa porte ce jour-là, m'a montré comment on allumait un chalumeau et comment on faisait une soudure. Et puis c'est moi qui ai fait les autres soudures. Voilà, j'ai utilisé des tanks à poncer, perceuse à colonne. Et je me disais mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie là? Et puis à la fin de cette journée, il m'a dit ben écoute. Ouais, c'est un peu étonnant ce qui vient de se passer et si tu avais envie de revenir, eh ben tu reviens quand tu veux. Et je l'ai pris au mot, je suis revenue et je suis restée en apprentissage chez lui pendant pratiquement 2 ans, avant d'intégrer un autre atelier à Coulommiers, celui-ci, où on a travaillé pour des grands décorateurs comme Jacques Garcia, voilà, pour des gros chantiers et et du gros mobilier ou des gros luminaires. Et donc ça, c'était incroyable. Moi, je trouve que c'est une histoire quand même en effet, assez incroyable de voir qu'il y a des choses qui sont innées et de se dire qu'en fait, ben, la passion parfois, ben, elle est en nous et il suffit juste de nous écouter. Donc, je trouve ça. Et puis c'est une histoire aussi. T'aurais pu jamais découvrir ça. C'est juste. Ben, t'as eu la chance d'avoir cet ami qui avait besoin d'un ciseleur sur bronze. Ah ouais, mais Ça... la vie est une destinée. Tu vois, tu parlais de inné. Alors effectivement, il y avait certainement quelque chose d'inné chez moi, mais il fallait que ça rencontre la destinée. Et les deux ensemble, voilà Ouais, où j'en suis. ouais. Enfin, c'est assez fou, quoi. C'est assez fou comme histoire. Et tu me parlais avant cette table ronde, tu me racontais une histoire sur ta fille qui, Oui. qui, Parce que tu nous as renvoyé un petit mail de confirmation là tout à l'heure, et donc je relisais un petit peu tes notes et tout ça, et je voyais qu'on avait un point commun toutes les trois, c'est-à-dire qu'on a nos enfants qui nous ont portés dans nos choix professionnels et qui nous ont vraiment validés, labellisés, voilà. Et il y a quelques années, bon, ma fille a 20 ans aujourd'hui, mais quand elle avait 16 ans, un jour pour la fête des mères, plutôt que de m'offrir un cadeau, elle m'a offert un grand courrier. Alors, rien que d'en parler, j'ai encore la chair de poule, hein. Elle m'a offert un grand courrier où elle validait tous mes choix, où elle m'exprimait, voilà, à quel point elle pouvait être fière de moi et à quel point, même si c'était un sacrifice énorme pour tous, parce qu'on a fait tous les trois, mon fils, ma fille et moi, un énorme sacrifice pour que ce choix professionnel puisse vivre. Eh ben, elle était super fière de ce que j'étais devenue et elle me disait aujourd'hui tu es bronzier d'art. Imagine ce mot, c'est le sens qu'il a et la force que ça peut avoir. Et elle a terminé son petit courrier en me disant tu es l'héroïne de ta propre histoire. Voilà. franchement, c'est tellement beau Oui, je et pense que ça ouais. résonne. Bah ouais, non, mais je comprends. C'est des personnes. Donc, tu le disais, c'est aussi le cas de Marie et Amandine. C'est des personnes qui sont importantes dans votre vie C'est notre cas. et de voir que, ben, du coup, c'est une très bonne transition. Marie, tu peux aussi nous raconter parce que je crois que tes enfants ont fait partie de ce déclic. Ouais, j'ai eu, elle a déjà des coups d'essai. Je suis désolée, mais j'en ai les larmes aux yeux. Oh, c'est trop mignon. Bah oui, parce que ça fait. Déjà, moi, les miens, ils sont trop petits pour pouvoir avoir ce discours aussi beau que ta fille t'a fait, Frédéric. Mais
mais il y avait déjà ça, c'est-à-dire que mon ancien travail, moi j'étais professeure d'art appliqué en lycée professionnel en banlieue parisienne. C'est pas facile tous les jours dans ces établissements-là. On n'était pas soutenu par la direction, là où j'étais, pas par l'inspection non plus. Et c'était trop pesant. C'était trop pesant. Le système ne nous protégeait pas. Et malgré le fait que certains élèves étaient des coups de cœur et on savait qu'on se battait pour eux au moment T où on les avait avec nous, et après pour les orientations post-bac, moi c'était trop pesant pour moi ce système dans lequel je me sentais plus à ma place parce que j'avais besoin de me sentir plus en sécurité émotionnelle, je parle. Et ensuite, vers la fin, il y a eu des violences physiques dans l'établissement où je me trouvais, des collègues amis qui ont été attaqués physiquement. Ça a été difficile et je revenais la boule au ventre à chaque jour de travail parce que j'avais peur que ça arrive à mes collègues ou que ça m'arrive à moi. Et parce que c'est très humiliant. Surtout de ne pas être protégé par la direction, c'est très très humiliant. Euh, un jour, mon fils, à qui j'en parlais, parce que voilà, je voulais aussi que mes enfants tournent bien et que j'avais besoin de leur montrer des contre-exemples de façon à les motiver à avoir des bons exemples. Mon moyen, parce que j'ai 3 enfants, mon moyen, Alexandre, avait 5 ans et il m'a dit un jour, maman, je ne comprends pas pourquoi tu es obligée de faire un métier qui te fait pleurer, un métier qui te rend malheureuse et un métier qui est dangereux. Pourquoi est-ce que tu es obligée de faire ça et si tu faisais autre chose? Et moi, je cherchais à me reconvertir professionnellement. Et ça m'a mis le pied, enfin la puce à l'oreille, et en me disant, si je donne cette image-là à mes enfants, pour eux, pour se construire plus tard, et ben là, je loupe quelque chose. Et j'ai voulu aussi euh, montrer aussi un exemple à mes élèves. À chaque fois, je leur disais, donnez-vous les moyens de faire ce que vous voulez. Et là, je me suis, en fait, j'ai appliqué en fait les propres conseils que je donnais aux autres et j'ai cherché une reconversion professionnelle. Je me suis tout de suite dirigée vers l'architecture d'intérieur parce que j'avais un diplôme d'architecture d'intérieur à l'école Boulle et j'avais jamais arrêté de faire des plans, de l'aménagement intérieur. Je donnais énormément de conseils à mon entourage aussi pour aménager leur intérieur, faire des travaux. J'ai commencé à faire des travaux chez moi et puis un jour l'entrepreneur m'a dit bah, ça te dirait de travailler pour d'autres clients, enfin, pour des clients et du coup d'être payé. Et c'est là où j'ai eu envie de m'ouvrir à l'entrepreneuriat, à la freelance en fait. Et ça m'a permis aussi de gagner confiance en moi pour me détacher de l'éducation nationale qui est une prison dorée à mes yeux. Et j'ai quitté l'éducation nationale, c'est-à-dire que j'ai pas demandé de disponibilité, on appelle ça. Ça veut dire que j'ai vraiment démissionné de mon poste de titulaire pour lequel j'avais passé un lourd concours. Après 11 ans d'enseignement, je suis partie et j'ai créé mon entreprise. Et là, j'ai petit à petit, à la fin de l'éducation nationale pour moi, je commençais parallèlement à me former à la vannerie, mais par passion. Donc j'ai commencé à découvrir la vannerie en pratique, parce qu'avant je le connaissais bien, mais visuellement, juste en théorie. Et à force de faire des stages, les vanniers ou les participants au stage, qui étaient des fois des vanniers professionnels et des fois des vanniers amateurs, mais qui faisaient ça depuis des années, m'ont fait comprendre que j'avais un truc. Voilà. Et c'est-à-dire que j'avais une aisance, je comprenais vite les choses, j'avais des défauts, mais qu'il fallait continuer à travailler. Mais ça, de toute façon, c'est comme toutes les activités, c'est à force de faire qu'on y arrive. En tout cas, ils avaient vu quelque chose de différent. Et je viens d'une famille où les pratiques manuelles dans les métiers d'art sont habituelles. Mon père est ébéniste autodidacte. Il fabrique des bateaux, des kayaks en bois qu'il fait lui-même, dans lesquels on monte en famille depuis que je suis petite. Et il fabrique des meubles en bois aussi. Mon grand-père travaillait chez Hermès, il travaillait à la partie serrurerie. Voilà, ma mère était graphiste, ça vient de la famille, tout ça. Il y a déjà une base culturelle, artistique qui est assez forte dans ma famille. Et j'avais envie de maîtriser un métier d'art et la vannerie, voilà, on s'est rencontrés. Et ce que j'ai préféré, on parlait de matière tout à l'heure, moi, c'est le bruit,
en fait, on est dans tous les sens il y a tous nos sens dans la vannerie. On va avoir le bruit de l'osier qui s'entreclaque quand on va le tresser. Donc ça, voilà, en plus quand on travaille, on est concentré, donc on n'entend que l'osier du voisin et son propre osier. Ensuite, on a l'odeur, parce que l'osier avec l'écorce qui a trempé dans l'eau plusieurs semaines sent comme une promenade dans la forêt qui vient d'être arrosée par la rosée du matin. Et l'osier qui est sec, qu'on a trempé pendant 1 heure pour l'humidifier, pour l'assouplir, lui, il sent un petit peu la paille, comme si on était dans une grange. Et ça, c'est des rappels aussi de mon enfance. Et tout de suite, pour moi, c'était la rencontre avec le matériau. Et puis après, le toucher aussi. Ah oui, je rappelle le toucher. Le toucher, en fait, quand on touche le cuir, l'osier, notre création en vannerie, le tressage, quand on le touche, on a l'impression de toucher comme du cuir, tellement l'écorce, elle est douce. Et le goût est pas bon, par contre. Parce que des fois, on met du grain d'olive dans la bouche pour travailler. Voilà. C'est très intéressant, c'est très poétique et c'est très intéressant. C'est une poésie, c'est ouais. ça. Ouais. Je pense que quand ça va pas au travail, et ben quand on trouve une activité comme ça, on prend soin de soi et en continuant cette pratique artisanale, moi je continue à prendre soin de moi et surtout quand on va le transmettre après dans des ateliers, les gens viennent. J'ai encore eu quelqu'un ce matin qui est venue et elle est venue pour prendre soin d'elle. Donc Lola, si tu m'écoutes, j'ai trouvé que c'était tellement beau. Elle est venue à l'atelier et son but c'était de prendre soin d'elle. Et elle est venue faire la vannerie pour prendre soin d'elle. Et ça, c'est génial. Voilà. Je pense que c'est le propre de l'artisanat et moi qui ai fait pas mal d'ateliers chez des artisans, je trouve que c'est un moment où on s'arrête, où on déconnecte, où on rencontre l'humain aussi parce que on aime aussi vous rencontrer et connaître vos histoires et c'est vrai que moi j'en ressors toujours apaisée, mais c'est une sensation qui est inexplicable, mais c'est vraiment de l'apaisement ça y est, j'ai décompressé, ouais, c'est des sensations et je trouve que faire de son métier que des moments d'apaisement. Alors je pense que c'est pas que des moments d'apaisement, hein, mais c'est quand même, enfin moi je trouve ça quand même magnifique et vous avez en effet cette chance de travailler avec la matière. Une matière qui vous anime chacune et ouais c'est très beau et c'est clair que c'est prendre soin de soi exactement. Exactement. Amandine, toi aussi tu as une histoire avec tes enfants. Oui, de toute façon je pense que pour tout le monde avant de se reconvertir, de changer de métier, je pense qu'avant tout c'est pas une décision personnelle, c'est une décision familiale. Je pense que même pour vous, Marie et Frédéric, je pense que c'est pas une décision que vous avez prise toute seule. Vous avez dû en parler avec votre entourage parce que on emmène tout le monde avec nous. Donc, et puis c'est difficile. C'est difficile. On sait ce qu'on avait, on sait pas ce qu'on va avoir, comment ça va se passer, et on a besoin d'un maximum de soutien. Donc on a besoin d'être motivé. Et je pense que la plupart des gens qui ont sauté le pas de se reconvertir, généralement, derrière, c'est la famille qui dit « Allez, mais vas-y, mais ouais, vas-y, tente ta chance, t'as du talent, vas-y. » Voilà. Donc, oui, les enfants et mon mari aussi, qui m'a fait prendre conscience de l'état dans lequel j'étais. Et que voilà, moi, j'ai fait 5 ans de droit. J'ai fait du droit et j'étais fiscaliste pendant 15 ans, et dont 10 ans dans un grand groupe de luxe. Mais j'ai toujours été fascinée et admirative des métiers d'art. J'ai toujours été très manuelle, j'ai toujours bricolé depuis mon enfance, fabriqué plein de choses, toutes les matières, j'ai toujours été très très manuelle. Et puis c'est vrai que quand vous travaillez dans un groupe de luxe et vous voyez l'artisanat d'art, vous avez très envie de passer de l'autre côté de la barrière, lâcher l'ordinateur et puis aller dans les ateliers pour manier différents outils. Et puis j'ai une nature très curieuse. Je me suis pas arrêtée tout de suite sur la paille. J'ai essayé plein de choses et plein de matières différentes.
Et c'est vrai que la paille, c'est ce jeu de lumière, c'est ce qui a fini par m'emporter, mais je n'oublie pas que d'ici très peu de temps, j'aimerais bien la mélanger à d'autres matières, cette paille, parce que j'ai envie de découvrir encore. Et du coup, voilà. Donc, j'ai 15 ans de fiscalité, donc rien à voir. Et puis, je travaillais loin, je travaillais beaucoup, je voyais pas beaucoup mes enfants. J'habite en Île-de-France, je travaillais sur Paris et j'habite en banlieue. Donc, comme des millions de gens, tous les jours, pour atteindre mon bureau, c'était un enfer. Je mettais entre 1 heure et 1 heure et demie pour y aller, 1 heure et 1 heure et demie pour revenir. J'arrivais dans des états de nerfs, d'épuisement, de fatigue. Mais j'ai passé des très très belles années. Je me suis beaucoup épanouie. Et puis un jour, un changement de direction. Voilà. Je voyais plus mon métier de la même façon. Ouais, un ras-le-bol. Et puis les enfants derrière qui disaient mais maman, mais arrête, c'est pas grave, viens, fais autre chose, c'est trop beau ce que tu fais. Alors je faisais de la marqueterie le week-end, c'est trop beau. Et je suis d'accord avec vous. Quand on pratique une activité manuelle, on se ressource. On parlait d'apaisement, mais on se ressource aussi. Et du coup, c'est vrai que arrivé le dimanche soir, moi j'avais la boule au ventre, comme des gamins, comme les collégiens, vous savez, quand ils retournent à l'école, ils doivent retourner à l'école le lundi. Moi j'avais la boule au ventre à l'idée de me recogner les embouteillages, les pressions, les stress. Voilà. Donc j'avais plus du tout envie d'y aller. Et puis oui, les enfants m'ont dit mais arrête tout. Et puis aujourd'hui, comme pour vous, quand on leur demande c'est quoi la différence, maman hier, maman aujourd'hui, c'est quoi la différence? Maman elle est légère, maman elle sourit tout le temps, maman elle déconne tout le temps. T'es plus la même maman. Et même si notre comment dire, même si mon niveau de vie a changé, a diminué, je gagne moins bien ma vie, ma qualité de vie, elle a juste explosé par contre. C'est ça. Et les enfants, moi j'ai des ados, donc on pourrait se dire oui, les ados ils sont en âge où ils veulent plein de trucs, qu'on leur achète plein de trucs, donc c'est d'abord, pas du tout. Je vous le dis, ils sont bien plus contents en disant ouais c'est pas grave, mais maintenant on se marre vachement plus à la maison, maman elle a le sourire, donc voilà, c'est voilà un déclic, ouais, poussé par les enfants, poussé aussi par les stagiaires. Moi quand j'étais en entreprise, on avait des stagiaires et alors j'étais fascinée. C'est des stagiaires qui préparaient le barreau, l'école d'avocat, concours pour devenir avocat. Et quand je discutais avec eux, ils n'avaient pas commencé leur carrière que déjà ils annonçaient qu'ils n'allaient pas finir avocat, enfin qu'ils ne feraient pas avocat toute leur vie. Et ça m'a décomplexée, ça m'a un espèce de poids en moins en se disant mais ouais, en fait on dit tout le temps que la vie est trop courte, mais non en fait les gars, elle est vachement longue la vie. Faut travailler plus de 40 ans. J'ai pas fait la moitié. Wouh, ça va être long, ça va être trop long pour moi. C'est ça. Faut que ça s'arrête. Et du coup, et je trouve que ces jeunes, les nouvelles générations, elles ont ce côté super positif. Elles sont très ouvertes d'esprit et puis elles enlèvent cette part d'angoisse de se dire. Moi, j'ai des amis qui me disent mais attends, t'as fait 5 ans de droit. Tu t'es pas cassé les pieds à faire 5 ans de droit pour tout abandonner. Et à côté de ça, il y a une jeune génération qui dit mais si, vas-y, on s'en fiche. De toute façon, tu perds rien. Ça t'a nourri aussi. Ce que tu as fait avant t'a nourri. Tu ne perds rien. Tes années de fiscalité t'ont nourri. Et ils ont complètement raison. Cette ouverture d'esprit, c'est formidable. Et il faut y aller. Et peut-être que je finirai pas marketeuse. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, je ferai peut-être autre chose. J'en sais rien. Mais le tout, c'est de vouloir travailler. Et comme je dis à mes enfants, peu importe ce que vous faites, ayez toujours en tête de le faire le mieux possible. C'est tout ce qui compte. Voilà. C'est très cool. Non, mais je suis d'accord sur on va travailler beaucoup trop longtemps pour avoir qu'un seul métier.
Donc très Dans un intéressant. métier qui ne nous plaît pas. Ouais. Mais par contre, moi, je voulais revenir sur le fait que moi, j'ai pas eu beaucoup de soutien de mon entourage. C'est les vanniers chez qui j'ai fait des stages, donc Philippe Guérinel, hein, pour le nommer, et Monica Aguilera, deux pratiques de vannerie complètement différentes. C'est pour leur rendre hommage que je les cite parce qu'ils m'ont apporté beaucoup. C'est leur regard qui m'a conforté dans l'idée que je pouvais y arriver dans la vannerie. Et sans cette validation de mes pairs, parce que je n'avais pas fait le CAP vannerie, je ne me serais pas lancée dans la vannerie aussi. Et quand j'ai annoncé à ma famille, qui connaissait les métiers d'art, qui avait rencontré beaucoup d'artisans, quand j'ai annoncé que je voulais aller dans la vannerie, ils m'ont dit « Oh là là, oh non, tu ne peux pas faire ça ». Et pour eux, c'était le drame, vraiment, c'était un drame, quitter l'éducation nationale, quitter un poste de titulaire, quitter l'éducation nationale à vie. C'est la sécurité de l'emploi pour eux, voilà. Et un jour, ma mère m'avait même dit « Oh, toi, maintenant, on ne s'inquiète pas pour toi parce que tu es tranquille pour toute ta vie. » Mais ah non, oui, j'ai entendu ce genre de discours et maintenant, elles s'en mordent les doigts. Hein, mais je pense qu'il y a aussi une difficulté, j'en parlais encore hier, c'est que réussir à convaincre son entourage, moi, c'est ce qui a été le plus difficile. Et parce qu'après, j'ai réussi à les convaincre ou j'ai outrepassé leur accord moral, eh bien, je me suis émancipée d'eux et c'est là où je me suis lancée toute seule. Et après, oui, il a fallu faire ses preuves. Et c'est pour ça que je me suis donné les moyens et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Parce que si je faisais les choses à moitié, bah, c'était pas les convaincre et j'avais besoin malgré tout d'une sorte de soutien moral, mais il est venu après. Voilà. Ouais, mais je te rejoins là-dessus parce que moi, comme j'ai fait un peu la sauterelle de formation en formation ou de boulot en boulot tout au long de ma vie, je pense que tant que j'avais pas fait vraiment des preuves et en fait, je pense que les preuves, elles sont venues avec une pièce que j'avais présentée au concours des ateliers d'art de France et qui a été sélectionnée, voilà. Et là, ça a un petit peu, voilà, ça a un petit peu changé le regard de mon entourage. Oui. Bon, mes enfants, ils ont accepté mes choix parce qu'ils savaient, ils voyaient bien au quotidien comme que j'étais plus nourrie, que j'étais plus proche d'eux finalement, même sans l'être parce que j'étais très prise dans mon temps. Mais le temps qu'on passait ensemble, il était très riche, donc ils sentaient bien la différence. Mais autour de moi, les gens un peu plus éloignés, qui en plus vivent pas dans mon cercle géographique parce qu'ils sont plus éloignés, il a quand même fallu à un moment donné que je fasse mes preuves. Voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Marine. C'est pesant, je trouve, par contre. Ben C'est oui, dur. mais ils s'inquiètent. Voilà. Oui, Oui, mais ils projettent, rassurer les autres. ils projettent les angoisses en fait. Mais bien sûr. Ouais, c'est ça. bien sûr. Je pense que c'est une question de génération. Je suis complètement d'accord avec toi, Marie. Les parents, les beaux-parents, quand on leur dit voilà, t'as un job, soit t'as la sécurité de l'emploi, soit t'as un très bon job, tu vas le lâcher pour faire un métier. Alors moi, dans ma famille, il n'y a pas d'artisan du tout. Donc c'était encore plus sport. Quand tu leur dis bah voilà, j'arrête tout pour faire ça, ils regardent tous, mais t'es sûr quand même bon mais comme Frédéric, et moi je l'ai fait, et en fait moi j'ai passé outil à un moment donné où même mes enfants ont pris ma défense en disant non mais de toute façon c'est vital, il y a un moment donné c'est vital, elle va pas pouvoir continuer comme ça, donc voilà. Mais le fait moi ce qui a été dur pour moi, plus que finalement la famille, puisque moi le plus important pour moi c'est ma famille proche, donc mes enfants, mon mari. Oui, c'est ça, leur avis compte. Le reste après honnêtement j'ai passé outre. Ce qui était plus compliqué pour moi, c'est que j'ai pas pu j'ai fait des stages chez Lison de Cône, mais il y a pas de CAP, il y a pour me tester, pour voir ce que je valais, j'avais pas grand chose et à un moment donné il y a quand même une forme d'angoisse qui s'installe en disant j'ai peut-être fait une bêtise, je sais pas, qu'est-ce que je vaux, est-ce que c'est vraiment bien, est-ce que c'est pas vraiment bien, et là moi j'ai fait comme Frédéric,
je me suis inscrite à 2 concours. Cette année, enfin là, me suis inscrite pour le concours des ateliers d'art de France. Et puis pour le concours là, du carrousel des métiers d'art, en me disant, bon, on va voir. Et effectivement, j'ai une pièce qui a été retenue pour les ateliers d'art de France, pour le concours Île-de-France. Et là, quand il y a d'autres artisans qui arrivent, qui regardent, qui touchent votre pièce, qui la regardent et qui vous félicitent et tout, on se dit, ah, ça va mieux. Il y a une espèce de ce besoin aussi de se dire, Reconnaissance. ouais, ouais, exactement, de reconnaissance, ça soulage un petit peu en disant non, j'ai peut-être pas, non, c'est bon, j'ai peut-être pas fait une bêtise. On va continuer, on va progresser, on va continuer. Mais c'est vrai que moi, c'était surtout ça, plus ça que je trouve d'angoissant quand on fait une reconversion et qu'on n'a pas ce filin un peu de pouvoir passer un CAP et de faire tester son travail. Et c'est un autre élément de point commun que vous avez toutes les trois, c'est que en fait, votre formation a été complètement autodidacte et vous n'avez pas eu entre guillemets le diplôme, mais vous êtes toutes allées dans des ateliers, et vous êtes formées auprès d'artisans et du coup, enfin, déjà comment à chaque fois vous avez trouvé ces artisans-là? Comment est-ce que les artisans étaient d'accord vous avez dû les convaincre ou ils ont tout de suite dit oui à vous former parce qu'il y en a qui sont quand même relativement réticents à former la concurrence. Comment ça s'est passé notamment toi Amandine, il y a pas du tout de CAP. Comment tu les as trouvés et comment tu les as convaincus? Alors, moi, j'ai trouvé une sorte d'atelier près de chez moi, donc payant. J'ai fait donc cet atelier qui était près de chez moi, qui était payant. Ça m'a plu. Et puis mon mari, au détour de recherche sur Internet, a trouvé que les ateliers Lison de Cône proposaient des stages payants d'initiation. Alors, il y avait 2 niveaux, initiation et puis niveau 2 pour les incrustations. Et donc, j'ai fait ces stages-là. Et à l'issue de ces stages, en fait, on me dit, c'est la pratique. C'est la pratique et l'exigence que tu peux mettre dans ton travail, en fait. Et du coup, j'ai travaillé de chez moi et j'ai pratiqué et mon fils j'avais briefé mes enfants. Alors mon fils est très à cheval quand on le briefe, donc mon fils limite avec la loupe en disant non là c'est pas nickel, faut que tu refasses. Ça gratte un peu sous la. Je pense qu'il faut que tu défasses. Puis alors, avec la paille, on peut pas rattraper. Hein, le moindre défaut, il faut défaire et tout recommencer. Et donc vous passez des heures à faire un truc et puis il dit ça gratte un peu là. Non, en fait, tu recommences tout et hop, on recommence. Mais c'est ça, mais c'est ce qui est formateur en fait. C'est défaire pour refaire jusqu'à ce que ce soit absolument lisse. Et mon fils m'a beaucoup aidé pour ça. Toi, Marie, donc tu t'es formée également auprès d'ateliers. Toi, en l'occurrence, ça existe, les CAP vannerie existent, mais oui, tu n'as pas pu le réaliser. Voilà, il est en Haute-Marne, à Felbillot, dans un petit village. C'est un CAP qu'on fait en 1 an, un CAP qui est essentiellement pour les personnes en réorientation professionnelle, puisqu'il y a essentiellement que des adultes. J'ai pas pu le faire parce que j'avais déjà mes 3 enfants en bas âge. La plus petite avait 2 ans et demi à l'époque. Donc mon mari était d'accord pour que j'apprenne la vannerie, mais fallait pas abuser non plus. Hein. Et c'est vraiment important, t'en parlais tout à l'heure Amandine, le soutien de son conjoint. Enfin moi, il a été formidable là-dessus parce qu'il m'a fait confiance. J'ai mis du temps à le convaincre pour démissionner, mais par contre il m'a fait confiance pour aller vers la vannerie. Alors qu'il n'y connaissait rien du tout dans l'artisanat et dans la créativité. Et j'ai fait des stages facilement. Alors, c'est pas facile à organiser parce que c'est à l'autre bout de la France, parce qu'il faut réserver le train, réserver la chambre d'hôte, réserver le stage. Il n'y a que 1 ou 2 stages par an avec le vannier que l'on souhaite. Et le stage est payant. Donc là-dessus, j'ai pas eu de problème de vannier qui ne souhaitait pas ouvrir son atelier. Et il faut savoir aussi que quand on fait des stages avec les vanniers, c'est des stages d'initiation à leur technique.
Après, c'est à nous de faire un deuxième stage éventuellement ou de se perfectionner en continuant la pratique chez soi tout seul. Et moi, pour les deux techniques vraiment j'affectionne, les nasses de pêcheur et la spirale du bourricot, c'est la spirale avec une spirale très épaisse, j'ai fait 2 stages avec chacun des vanniers que j'affectionnais. Et j'ai été tout de suite vers le contemporain. J'ai choisi ces vanneries, ces tressages-là, et pas d'autres. C'est-à-dire que je ne fais pas de vannerie traditionnelle. Souvent, on me demande de la vannerie traditionnelle, on me demande des hottes de bois, pour les bûches de bois, par exemple. Je ne fais pas ce type de vannerie. J'ai choisi de me spécialiser dans des vanneries ajourées et j'espère avoir de l'audace, surtout que les vanniers qui m'ont transmis cette technique-là n'ont pas encore exploité dans la pratique plutôt contemporaine. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut se démarquer aussi de ce qui a déjà été fait. Voilà. Il faut laisser parler sa créativité. C'est sûr. De toute façon, c'est un peu ce qui définit l'artisan d'art, en fait. Vous faites parler votre personnalité et vous avez tout intérêt à la laisser parler puisque c'est ce qui fait votre différence. Oui, mais il y a aussi chaque vannier est un métier d'art, est un artisan d'art, mais après, il y en a qui restent vraiment dans du traditionnel et dans la technicité, mais pas dans la créativité. D'accord. Et je pense qu'il faut vraiment s'ouvrir à l'actualité, c'est important pour pouvoir survivre, parce que les vanniers sont de plus en plus... c'est un métier qui disparaît, ce sont des mots qui disparaissent du vocabulaire, et si on ne va pas vers des choses plus contemporaines, ça va vraiment disparaître. C'est difficile. Ok, mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé... tu m'avais raconté l'histoire de la vannerie. Est-ce que on n'a plus beaucoup de temps, mais est-ce que tu aurais tu nous racontes rapidement l'histoire de la vannerie qui quand même pour moi est intéressante et montre vraiment d'où ça vient et pourquoi aussi une des raisons qui explique que ça disparaît. La vannerie, avant, c'était les fermiers, les agriculteurs qui faisaient leur propre panier au coin du feu avec les végétaux de leur jardin, de leur pré. Et ils avaient besoin d'un panier à patates. Ils prenaient le saule au fond du jardin parce que le saule est vraiment très souple et ça pousse vite et c'est assez solide. Aimer, c'est souple. Donc le paysan faisait son panier et récoltait ses pommes de terre. Mais dans les années 50, il y a un agriculteur qui a commencé à en vendre parce qu'il y a quelqu'un qui a voulu lui en acheter un. Et c'est comme ça que le business des vanneries a commencé en France. Et petit à petit, et chaque métier avant avait ses propres vanneries. C'est-à-dire que le boulanger avait son panier à pain, le maçon avait son panier pour transporter le ciment, etc. Chaque métier avait. Quand on achetait des fraises au marché, on avait le petit panier à fraises et on achetait sa barquette de fraises dans un panier et le panier après allait au feu ou allait au compost. Donc la vannerie était un matériau pauvre. Enfin, c'était un métier d'art pauvre. Et le problème, c'est que ça génère encore une image négative parce que souvent, les gens, quand ils voient la vannerie, ils pensent à leur héritage rustique, à leur héritage rural. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas attirées vers ces matériaux-là, vers ces matériaux qui ne sont pas nobles à leurs yeux. Ce n'est pas du chêne, ce n'est pas de la marqueterie, ce n'est pas de la pierre, ce n'est pas du métal. C'est un matériau qui était voué à être jeté à la base. Donc du coup, je racontais l'histoire de ma grand-mère. Ma grand-mère, pour elle, la vannerie, ça représentait l'histoire de la ferme, l'histoire de sa vie. Et quand elle a changé de vie en épousant mon grand-père, eh bien, elle a jeté tout ça. Et c'est l'exemple que il y a des personnes qui sont vraiment en rejet sur la matière, vraiment. Et mais d'autres qui sont attirées, heureusement. Oui, heureusement qu'il y en a encore. Très 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 intéressant. Comme quoi l'histoire peut avoir un impact sur le présent. Hein. C'est un très très bon exemple. Et donc toi, Frédéric, donc toi aussi, de toute façon, c'est toute ton histoire, hein, le fait que t'aies commencé dans les ateliers. Donc toi, c'est d'atelier en atelier que tu es passé également.
Oui, et moi j'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, quand j'ai changé ma carrière professionnelle, j'ai pas changé que ma carrière professionnelle. Donc même dans ma vie privée, il y a eu un revirement complet. Et du coup, j'ai changé de vie et j'ai changé de vie toute seule. Donc en fait, je pouvais pas me permettre des dépenses, des choses comme ça parce que c'était absolument impossible. Et donc, quand je suis rentrée dans le premier atelier de Julien Boisse, j'ai eu la chance de pouvoir travailler tout de suite, en fait. Voilà. Euh, Heureusement, comme tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont minées. Du coup, comme les outils et tout ce qui était dans cet atelier m'ont été faciles d'accès tout de suite, j'ai été efficace et rentable tout de suite. Donc ça, j'ai eu beaucoup de chance. Et puis donc, Julien me trouvait des contrats avec ses clients et tout ça, donc il me faisait travailler comme ça. Et ensuite, quand j'ai travaillé dans l'autre atelier, là, j'étais vraiment, j'avais fait tous les papiers qu'il fallait au RSI à l'époque. Voilà, je m'étais déclarée en tant que bronzier d'art et je me faisais payer en prestation de service. Donc pareil, quand je suis allée travailler dans l'autre atelier et qu'on travaillait pour les décorateurs parisiens, là, j'avais un revenu du coup du fruit de mon travail. Mais c'est vrai que je te rejoins, Amandine, pendant très très longtemps, il y a cette espèce de syndrome de l'imposteur qui nous poursuit, qui nous rattrape, qui nous rattrape. Et alors, bon, le jeu, c'est quand même d'arriver à se décomplexer de tout ça, quoi. Et c'est vrai que petit à petit, on gravit les marches et puis on est de plus en plus à l'aise dans son travail et le regard de l'extérieur est de plus en plus légitimant, on va dire. Et ça, c'est hyper important jusqu'à ce que son propre regard soit totalement légitimant. Maintenant, je remets plus en question mon travail. Voilà, j'ai des pièces que je vais aimer plus ou moins. Certaines, je vais en voir les défauts ou pas. Enfin, voilà. Après, chacun son regard aussi. Je suis très exigeante sur la pièce finie et la façon dont je la regarde. Mais je me remets plus en question. Enfin, je me remets en question tous les jours pour créer des nouvelles choses, Oui. mais je remets plus en question ma légitimité à cette position, en fait. Intéressant. Alors, je pense que c'est moi qui évolue beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est quand on crée son entreprise, on a toujours ce syndrome de l'imposteur, mais ça doit être encore plus vrai quand il est nécessaire d'avoir une technique et un savoir-faire qui souvent nécessite plusieurs années de pratique pour arriver à le maîtriser parfaitement. C'est vrai que ça doit être encore plus exacerbé comme sentiment et je suis contente que vous ayez dépassé ça et qu'aujourd'hui vous fassiez confiance parce que vous nous créez des belles choses et on adore avoir du beau dans notre société. Voilà. Trop bien. Et Caroline, je sais pas si on a des questions. Il n'y a pas vraiment de questions parce que je crois qu'on a parlé surtout de parcours de vie et de beaux témoignages et il y a eu surtout des encouragements et des bravos en fait, je dirais, dans les échanges suite aux échanges qui ont été faits. Oui, ce soir, on a vraiment parlé de valeurs, voilà, de belles valeurs qui sont souvent intrinsèques à l'artisanat d'art. Et donc, c'était super. Et donc, voilà, pour ça, merci beaucoup pour vos témoignages, vraiment. Merci aussi à toutes les personnes parce qu'ils étaient très nombreux ce soir à être présents. Donc, merci à toutes les personnes qui étaient auditrices, spectatrices ce soir. Voilà ce que je voulais vous dire. Pour conclure, je dirais que on est sur la dernière table ronde, donc elle sera dès demain en replay, ainsi que toutes les autres. Elles sont accessibles actuellement sur notre site, également en IGTV sur le compte Instagram du Carrousel des métiers d'art. Donc voilà, pour vous dire aussi que c'est important de continuer à soutenir les artisans. Vous avez la possibilité de trouver toutes leurs créations sur la galerie des créations, sur la galerie des exposants qui est sur le site. L'édition digitale continue jusqu'à la fin du mois de décembre. Il y a un jeu concours avec notre partenaire financier MAF Assurance auquel vous pouvez participer avec des bons d'achat à dépenser chez les artisans qui sont sélectionnés pour le salon. Donc, n'hésitez pas. Et un grand merci aussi à nos partenaires, effectivement, la Métropole du Grand Paris, la Banque Populaire, MAF Assurance, Garance, parce que c'est grâce à eux aussi qu'on peut créer ce genre de projet pour soutenir les artisans, les aider à se développer, les aider à être visibles. Donc, c'était important aussi d'être souligné. Voilà. Merci Caroline. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup Lisa. Merci à vous trois. Merci. Au plaisir de vous rencontrer très vite. Oui, au plaisir de se voir en vrai. Oui.
Oui, on espère vous voir bientôt dans des salons ou dans d'autres sphères que le numérique, même si c'était très agréable. C'est vrai qu'on a hâte de vous retrouver aussi sur les salons ou dans les boutiques, c'est sûr. Ben, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Merci beaucoup pour votre écoute et merci pour votre soutien. Ce podcast et mon combat prennent de plus en plus d'ampleur et c'est en grande partie grâce à vous. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram à Histoire d'Artisans pour suivre l'actualité. Je vous dis à très vite avec de nouvelles histoires.